Bonjour à toutes et à toutes. Je vous propose de prendre un temps pour nous réjouir de toutes ces entreprises qui s'intéressent à l'agile et qui contribuent à l'existence de cet événement. N'oubliez pas le QR code pour poser vos questions à distance. Vous devez avoir l'habitude depuis hier maintenant. Et je vous propose de rentrer très vite dans le vif du sujet parce qu'on a énormément de choses à vous partager. Et on va aller assez vite sur certains slides pour avoir un temps de questions-réponses, j'espère, intéressant pour tous. Bonjour, donc je me présente, Esra Sonner. Donc je travaille au sein du groupe Renault depuis 25 ans. En 2017, j'ai rejoint Renault Digital, donc qui est la filiale spécialement créée pour accélérer la transformation digitale du groupe. Et je suis aujourd'hui responsable du Digital Performance Office, qui a pour mission principale le pilotage de la valeur digitale. Et j'ai également l'honneur d'être co-initiative owner avec Mehdi Balza de l'initiative Gouvernance Value Stream. Moi, je suis Aurélie Salle. Alors, ça fait beaucoup moins longtemps que je suis chez Renault que Esra, ça fait un peu plus d'1 an. Je suis coach agile et j'anime la Gouvernance Value Stream. Et donc moi, Mehdi Balza, coach agile et chapter leader. J'ai la chance que Renault Digital me fasse confiance depuis 6 ans maintenant pour déployer des pratiques d'agilité à l'échelle dans le digital. Et je suis co-initiative owner sur l'initiative qu'on va vous présenter. L'idée, c'est de vous présenter rapidement qui nous sommes, pour que vous compreniez pourquoi on parle de Renault Digital, mais pas de Renault. Notre voyage sur l'agilité à l'échelle pour comprendre mieux comment on en est arrivé à ce que nous faisons aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter notre gouvernance, parce que ce n'est pas exactement la gouvernance SAFe. Vous verrez, on est inspiré de SAFe, mais on a adapté. Comment on pilote cette gouvernance, on a fait un focus dessus, et un dernier focus sur la gestion de la transversalité dans une gouvernance d'un portfolio d'entreprise. Alors, qui sommes-nous? J'espère que à l'issue de cette présentation, vous serez toujours intéressé par ce qu'on fait et si vous voudrez peut-être nous rejoindre, parce qu'on cherche aussi un ou une coach agile pour nous rejoindre. Je fais ma pub. Donc, nous sommes Renault Digital. Nous sommes une filiale à 100% du groupe Renault, la filiale digitale. Donc là, l'idée, c'est comment déployer tout ce qui est état de l'art sur les pratiques, tant agile, UX, tech, au sein du groupe Renault. Donc notre vocation, c'est vraiment de développer le digital et transformer le groupe vers le digital. Donc notre mission et nos grands objectifs qui restent depuis la création de Renault Digital, c'est bien accélérer la transformation du groupe, cultiver cette culture digitale et permettre à un groupe d'automobiles de plus de 120 ans de se développer, devenir une automotive, enfin la next-gen automotive, on en parlera après, et aussi délivrer des produits digitaux nous-mêmes, parce qu'on est en faiseur et pas juste donneur d'ordre ou conseil, enfin mentor. Très rapidement, en chiffres, Renault Digital, c'est 212 collaborateurs, c'est 1 milliard de valeur générée en 3 ans et un peu plus de 7000 personnes de formées dans le groupe Renault. Renault Digital est composé de plusieurs pôles d'expertise. Donc on a tout ce qui va être agile, hein, bien évidemment c'est le pôle de Mehdi et moi. On a la partie aussi, tout ce qui va être Digital Performance Office, qui est représenté aujourd'hui par Esra, et aussi toutes les expertises de data, d'UX et d'architecte. Pour vous expliquer comment on en est arrivé à déployer le Lean Portfolio Management, on revient sur notre histoire. En fait, on a 3 grandes phases qui sont pour nous importantes. C'est la première phase, c'est l'agile au niveau équipe. C'est comment passer d'équipe projet à des équipes produits, donc un accompagnement des équipes et vraiment faire ce shift. Le deuxième, c'est à partir de 2018, on a commencé à déployer des pratiques d'agilité à l'échelle et déployer aussi dès 2019 le Product Portfolio Management. Donc on avait déjà des notions, nous, de comment on gère un portefeuille au niveau tactique et delivery. On a 3 strates, hein, stratégique, tactique et delivery. Sorti du Covid, on s'est dit qu'il était temps d'aller voir notre COMEX et de dire qu'on voulait aller plus loin et qu'on voulait déployer un portfolio non plus de produits, mais un portfolio stratégique. Donc là, du digital, donc de la stratégie jusqu'à l'opérationnel.
On a été aidé par un gros programme de déploiement des OKR au niveau du groupe Renault. Et notre COMEX a acheté ce déploiement du portfolio, plus 2 expérimentations full safe, mais ça, c'est pas nous qui vous en parlerons. Le pilotage de la valeur est bien au cœur de notre transformation digitale. Donc ce pilotage s'inscrit bien dans une démarche d'amélioration continue. À chaque étape de notre transformation digitale, donc, nous avons avancé en mode test and learn. Tout d'abord, il fallait montrer qu'il y avait des vrais bénéfices, des bénéfices concrets, des bénéfices pérennes à aller chercher à travers le levier digital. Donc notre voyage digital a commencé par la mise en place de la valeur financière. Et les 2 premières années, nous avons su montrer tout le potentiel derrière ce programme digital. Ensuite, on s'est intéressé à compléter cette approche par la valeur d'usage. Donc, nous avons lancé une squad transverse. Donc, nous sommes allés chercher des acteurs clés de notre transformation digitale venant des différents métiers. Et nous avons mis en place le suivi autour de l'indicateur taux d'adoption. Malheureusement, le taux d'adoption comme seul indicateur n'était pas suffisant pour couvrir toutes les facettes attendues d'une expérience utilisateur. Donc, nous avons testé une framework qui est inventée par Google, qui s'appelle HEART, et qui nous a permis de mesurer, d'appréhender la qualité de l'expérience utilisateur dans toutes ses dimensions. Donc, nous avons testé ce framework sur une dizaine d'applications. Et ensuite, on a vu l'intérêt de le déployer à plus grande échelle. Et ce qu'on a fait en 2020 et ce qu'on a continué en 2021, tout en mettant en place toutes les enablers techniques nous permettant d'assurer le suivi. Et très récemment, donc en 2022, nous avons mis en place une démarche autour de résultats business qui nous a permis d'aller adresser d'autres types de valeurs que la valeur financière et la valeur d'usage. Donc notre apprentissage sur ce slide, c'était notre transformation digitale qui est drivée par la valeur, et c'est le pilotage de la valeur qui s'inscrit bien dans une démarche d'amélioration continue. Notre gouvernance, le dispositif de gouvernance que nous avions mis en place au tout début du programme digital était basé sur des tours de pilotage, ce qu'on appelle le Control Tower. Donc c'était une gouvernance silotée par métier, d'une part, et d'autre part, nos équipes produits agiles, ils étaient tellement orientés sur leurs produits qu'ils avaient des difficultés à connaître leur contribution à la stratégie de l'entreprise. C'est donc afin de pouvoir casser ce silotage par métier, mais aussi de donner plus de cohérence entre la stratégie globale de l'entreprise et nos activités delivery, nos activités opérationnelles, que nous avons décidé de mettre en place une gouvernance drivée par les chaînes de valeur du groupe. C'était bien évidemment aussi une façon pour nous de passer la ICT à une centre du coût, à une centre générateur de valeur. Mais ce n'était pas que ça, nous avions de nombreux enjeux à adresser, à prendre en compte aussi à travers notre plan à 3 ans digital. Je pense que vous avez tous entendu parler du plan stratégique du groupe Renault, le plan Renaulution, qui, à travers la création des marques, nous exige une accélération de résultats, donc des résultats qui passent par une plus grande transversalité entre nos marques et les fonctions, en couvrant des chaînes de valeur de bout en bout, par un renforcement également de domaines en expansion et générateurs de valeur, comme les activités autour de software development, tout ce qui touche la monétisation de la donnée et des nouveaux services, et enfin par une allocation de nos investissements au plus juste pour maximiser la valeur pour l'entreprise. C'est pour pouvoir adresser ces différents challenges que la nouvelle gouvernance autour du value stream prend tout son sens. Donc les value streams sont là pour nous apporter de la transversalité, pour nous permettre de gérer des contraintes financières en s'assurant le bon niveau d'investissement sur les initiatives les plus génératrices de valeur, mais aussi d'apporter de la cohérence entre la stratégie de l'entreprise et nos activités opérationnelles. Ah oui.
Notre plan à 3 ans digital est bien structuré autour de 2 macro-chaînes de valeur. Donc, sur ce slide, vous voyez notre landscape, notre paysage de value stream. Donc, V-Value Stream qui soutient ces 2 macro-chaînes de valeur. En haut, on retrouve la première chaîne de valeur, donc nous permettant de poursuivre le développement du business historique du groupe Renault. Donc, on retrouve bien les chaînes de valeur autour de digitalisation, de développement du véhicule, l'efficience industrielle, tout ce qui touche Sales and Customer Care, la prévente et la supply chain. Tout en bas, on retrouve notre deuxième macro-chaîne de valeur nous permettant de saisir des nouvelles opportunités de business, donc autour du développement de software, mais aussi des nouveaux services. Et au milieu, c'est très important, on retrouve l'ensemble des fonctions corporate, que ce soit la finance, les achats, la qualité, l'ICT, la cybersécurité, et toutes les fonctions support, les ressources humaines, la communication et plein d'autres. Et le but étant d'améliorer l'efficacité du métier, mais aussi du business, tout en permettant un pilotage en temps réel des chaînes de valeur du groupe par les fonctions transverses. Alors la gouvernance que l'on a mis en place, elle nous permet aujourd'hui de faire le lien entre les OKR du groupe, les OKR stratégiques de chaque value stream qui sont construits conjointement entre l'IT et le métier et la gestion des portefeuilles d'initiatives. Pour mettre en place ces gouvernances, chaque niveau est accompagné par une équipe pluridisciplinaire. On va retrouver des coachs agiles, des architectes et des personnes de la performance office. Aujourd'hui, cette gouvernance, elle nous permet de gérer les priorités au niveau des portefeuilles, d'avoir une vision sur tout ce qui est transverse et sur tout ce qui n'est pas négligeable. La mise en place des OKR nous a permis de faire 2 milliards d'économies en 1 an au lieu de 2 ans. Donc ce nouveau mode de gouvernance nous permet aussi de renforcer le positionnement de l'ICT, de le mettre encore plus au cœur de la stratégie du groupe. Donc ici, on retrouve donc les différents niveaux de notre gouvernance, donc les niveaux stratégiques, les niveaux tactiques. Dans le niveau tactique, donc, nous avons des execution committees qui sont en place pour exécuter, pour délivrer et pour suivre les initiatives qui ont été décidées, priorisé par le Steering Committee du Value Stream. Le Steering Committee, il est là pour définir les orientations stratégiques à moyen et à long terme du Value Stream, pour piloter la roadmap digitale du Value Stream, pour aussi faire des revues trimestrielles pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de génération de valeur, mais aussi des résultats business. Et le Steering Committee est là aussi pour gérer les obstacles remontés par les équipes opérationnelles et pour faire les priorisations nécessaires. À la différence de CEIF, c'est vrai que nous avons senti le besoin de mettre en place une governance authority donc qui réunit les acteurs clés de notre transformation. Et nous avons mis en place cette gouvernance parce qu'aujourd'hui, on est dans un niveau de maturité où les value streams n'ont pas suffisamment mature pour faire des arbitrages entre elles-mêmes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir mis en place une équipe transverse qui est là pour consolider donc, toutes les demandes d'arbitrage venant des value streams, venant du niveau tactique. Il est là pour assurer la cohérence, mais aussi de proposer des scénarios d'allocation budgétaire cross-value stream. Ces scénarios sont ensuite discutés avec l'ensemble ils ont été présentés à l'ensemble des leaders IT et métiers des value stream pour feedback, pour call for action et pour ajustement final. Et ensuite, le scénario retenu, ils sont présentés au leadership team, donc au COMEX, lors des instances stratégiques qu'on appelle le Digital and Business Transformation Steering Committee. Ensuite, une fois que les décisions sont prises, il est très important d'assurer aussi de boucler la boucle. Donc, d'une part, cette gouvernance nous permet de remonter toutes les demandes d'arbitrage du niveau tactique au niveau stratégique, mais ça nous permet aussi de s'assurer
que sur le niveau stratégique, toutes les décisions prises ont bien été cascadées aux équipes des value streams pour prise en compte dans leur portfolio opérationnel. Le cycle que l'on a mis en place aujourd'hui pour soutenir tout ça, c'est un cycle qui nous permet de faire une transition progressive entre l'ancien monde et le futur. Quand je parle du futur, je parle de SAFE, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on a plusieurs niveaux de maturité qui cohabitent sur ce cycle. Donc ce qu'on remarque le plus, c'est le besoin d'accompagnement que l'on a, finalement, peu importe la maturité, notamment sur les prises de décision régulières pour éviter l'effet mini-cycle en V que l'on peut avoir avec ce type de cycle. Ensuite, on a dû mettre en place 4 rôles pour soutenir la gouvernance. Le premier, c'est le rôle de sponsor. Donc là, on a été chercher des personnes du COMEX pour pouvoir soutenir au plus haut les priorités et le budget. Donc chaque value stream a un sponsor du COMEX. On a ensuite les leaders de value stream, un leader IT, un leader métier, pour pouvoir assurer l'alignement entre la vision et la gestion capacitaire. Et le dernier rôle, c'est l'initiative honneur qui va s'assurer la vision et l'orientation valeur du portefeuille, enfin de chaque initiative et du portefeuille au global. Ici, ce qu'on a tiré comme leçon, c'est le besoin, pareil, toujours d'accompagnement très régulier, puisque on est dans une entreprise. Quand on a une casquette, on ne la garde pas forcément à vie. Du coup, il y a pas mal de turnover, donc beaucoup d'onboarding à faire finalement, peut-être un petit peu plus régulièrement que ce qu'on avait imaginé. Et aussi toujours accompagner et sensibiliser les personnes sur les différents liens entre ces rôles. Alors maintenant, comment on pilote tout ça ? D'abord, on pilote notre transformation en ayant un lien, nous, direct avec les OKR stratégiques du groupe. Donc on a rappelé que nous, on est drivé par ces OKR. On a aussi la transformation dans notre propre gouvernance qu'on déploie. C'est-à-dire qu'on a mis la gouvernance et le déploiement de la gouvernance dans une value stream. Donc là, c'est la value stream IT qui a une réunion en plus, en plus de l'Execution Committee, qui est le Transformation Execution Committee, où on a préféré séparer le quoi du comment, pour éviter aussi au moment où on doit faire des compromis de se retrouver plutôt sur le quoi que sur le comment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Esra et moi, nous sommes donc Initiative Owner. On a les mêmes contraintes que les Initiative Owners qu'on essaie d'onboarder et qu'on déploie. Et en plus, ça nous permet aussi d'avoir cette gestion, vous verrez, transverse de notre déploiement. Et vous voyez, l'équipe de déploiement est pluridisciplinaire et vraiment, on essaie d'avoir un 360 sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans le déploiement d'une gouvernance. Donc avec des architectes, avec des PMO IT, des PMO métiers, le controlling et l'équivalent de secrétaire exécutif. Là, l'apprentissage, c'est que c'est important aussi d'être exemplaire sur notre gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on gère la transformation et la gouvernance de la transformation à part. Et cette nouvelle gouvernance prend en charge tout les initiatives de transformation digitale. Donc on a vraiment ce pilotage pour tout ce qu'on fait. Là, l'idée, c'est que maintenant, comment on arrive à définir en fait, nos fameux digital stakes et business results, qui ne sont que des OKR digitaux, en fait. On a déjà un lien strict et c'est vraiment un garde-fou avec nos OKR stratégiques et nos OKR business. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de filtrer tout ça. Ensuite, on a plein d'OKR, nous on a plein de marques, on a plein de fonctions, on a des filiales qui apparaissent de plus en plus. Donc là, l'idée, c'est que cette gouvernance nous a permis de gérer cette complexité du monde métier avant notre gouvernance. Et le leader métier doit être suffisamment empoweré ou accompagné pour pouvoir représenter l'ensemble de ses besoins. Donc là, l'idée, c'est un jeu dans la construction de ces digital stakes et business results, de trouver les objectifs communs. Avec les OKR, c'est plus facile, et qui résultent soit communs à plusieurs marques et fonctions ou spécifiques. Là où nous, on a appris quelque chose, c'est que, en fait, comme vous avez une constellation d'entités au préalable de ces OKR digitaux, dès qu'il y en a un qui change, il veut changer tous les OKR. Donc là, l'idée, c'est comment notre gouvernance fait face et reste à un niveau stratégique
pour ne pas changer ça tous les jours. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur des OKR stratégiques, et des OKR stratégiques, s'ils changent en cours d'année, c'est quand même très très rare. Hein. On est sur des OKR de 1 à 5 ans. Donc là, c'est important pour nous. Et là, on a aussi ce côté, comment on va faire la nouvelle boucle de mise à jour de ces OKR pour l'année prochaine par rapport à ce qu'on a vécu cette année. Pour sous-tendre ces OKR digitaux, on utilise des initiatives. C'est à peu près, ça ressemble à des Epic Safe, mais un peu adapté. Mais on est passé d'une vision très produit, où chaque produit avait une vision, j'ai une vision release, donc scope. Donc moi, j'ai fait toutes les features, j'avais dit pour ma release, et tout va bien. À une vision initiative, qui est transverse à plein de produits. Et là, l'idée, c'est que cette vision initiative prend en compte tous les produits qui sont impactés sur un bout de processus utilisateur end-to-end et aussi les enablers. Donc là, l'idée, c'est que l'initiative owner, il a une grande transversalité et il doit apprendre à passer d'une vision scope à une vision résultat. On a un exemple concret, c'est avant, on faisait des évolutions sur Renault.fr, on a le catalogue qui change quand on a de nouvelles voitures, on a notre configurateur 3D qui permet de configurer sa voiture sur notre site. Ils faisaient plusieurs releases et ils s'attendaient un peu les uns les autres pour avoir la valeur et qu'on puisse lancer un nouveau véhicule. Avec l'initiative, quand on a une initiative qui dit « je veux pouvoir vendre des voitures en 100% digital », là, tout d'un coup, on commence à prendre tous les aspects de cette nouvelle initiative et on se dit combien de pourcents de voitures je veux vendre sur un tunnel de vente 100% digital, et ça prend en compte du tunnel de vente, le configurateur, le référentiel client et ainsi de suite pour avancer. Là, la complexité, c'est que pour aider les initiativateurs de passer de « je vous dis ce qu'il faut faire » à « voilà le résultat que je veux atteindre », ça nous nécessite un très gros accompagnement. On a des centaines d'initiatives owners qui sont identifiées, on doit faire des kits d'onboarding, on doit travailler en proximité avec eux et sur leurs livrables, tant que sur leur comportement lors des instances de gouvernance. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a peut-être sous-estimé. Et en plus, on parlait du turnover des dirigeants. Le turnover au niveau des initiatives owners est quand même assez élevé. Donc, en fait, c'est une activité en continu dans notre déploiement. Ensuite, on a un pilotage. Si vous voyez que ce slide est bien complexe, parce qu'il représente bien notre complexité. On a une décorrélation entre le pilotage opérationnel et la gestion de nos équipes. En gros, on a des coûts de licence, des coûts de structure, des coûts d'infra qui continuent à être calculés par nos anciennes directions informatiques. Et on a des value streams qui sont transverses à ces directions informatiques et qui doivent travailler aussi avec des programmes digitaux transversaux, un upgrade de SAP par exemple. Donc là, on se retrouve aussi aujourd'hui à se dire qu'on a sous-estimé la marche en double qu'on a sur la gestion budgétaire. On se retrouve à avoir le controlling qui nous regarde en disant attendez, vous êtes en train de revoir quasiment presque les CAPEX, OPEX de l'entreprise et vous me demandez de faire une double gestion budgétaire. Pareil pour le pilotage de la capacité. On se retrouve à devoir accompagner les value streams qui doivent s'assurer que les autres value streams sont bien présents dans leur gouvernance pour pouvoir gérer aussi du capacitaire. Donc là, il y a un vrai jeu d'accompagner l'ensemble de la gouvernance et surtout de s'assurer que les gens sont bien connaissants de la gouvernance des autres et soient bien présents pour planifier dans leur roadmap d'initiative le fait qu'ils vont impacter des directions informatiques qui travaillent essentiellement pour d'autres value streams. Depuis le lancement du programme digital, nous avons mis en place une approche, vous avez tous compris, assez drivée par les valeurs, que ce soit la valeur financière ou bien la valeur d'usage. Tout d'abord, des objectifs bien définis en termes de génération de valeur au niveau groupe, mais au niveau fonction également, et une KPI valeur digitale comme un des KPI du groupe qui a fait l'objet d'un suivi régulier auprès du top management. Ensuite, nous avons complété, enrichi cette approche de valeur, de mesure de valeur, en intégrant une dimension un peu plus centrée utilisateur. Donc, nous avons mis en place toute une démarche autour de valeurs d'usage sur la base du framework HEART, qui nous a permis de mesurer, l'appréhender, la qualité de l'expérience utilisateur de nos applications. Quelques mots peut-être sur HEART. Donc, HEART signifie Happiness, Engagement, Adoption, Retention and Task Success. C'est avant tout une boîte à outils
destiné aux équipes produits agiles qui leur permet de pointer donc des points d'insatisfaction de nos utilisateurs et de mettre en place des boucles d'amélioration continue. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs. Ensuite, nous avons également complété cette approche par une approche de priorisation de portfolio pour nous permettre de s'assurer que notre portfolio il est bien aligné avec les orientations stratégiques du groupe, d'une part, mais d'autre part, un portfolio qui pouvait être priorisé sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, comme la compliance, comme la continuité du business et toutes les métriques financières, la valeur PNL, ROI, payback, voilà. Et peut-être quelques mots sur les piliers de management, de création de valeur que vous voyez en haut à droite du slide. Donc tout d'abord, une mesure de la valeur digitale qui est basée sur les KPI opérationnels, ce qu'on appelle les indicateurs physiques. Une méthodologie générique qui a été mise en place pour nous permettre aussi de s'assurer de la création de valeur et l'impact sur la performance opérationnelle du groupe. Une mode de gouvernance au service de la valeur. Il nous semblait essentiel pour un groupe comme Renault de mettre en place une gouvernance au service de la valeur et enfin de la transparence dans nos reportings. Nous avons donc ici, vous avez quelques exemples de suivi, du monitoring que nous avons mis en place. Donc la valeur financière, donc un suivi régulier auprès du top management sur où on en est tous les mois par rapport aux objectifs que nous avons fixés pour fin d'année en termes de génération de valeur. Donc au niveau groupe, au niveau value stream, le monitoring de la valeur utilisateur, donc sur la base de Framework Heart. Ce qui est important dans ce monitoring, c'est bien regarder le monitoring dans le temps de ces indicateurs-là pour bien appréhender la valeur. Et enfin, donc, le fait d'avoir raisonné autour des résultats business nous a permis aussi de mesurer, d'adresser d'autres types de valeurs. Ici, sur ce slide, vous voyez notre cartographie de valeurs. Donc, réduction des coûts, bien évidemment, time to market, sustainability, tout ce qui touche la qualité et satisfaction client, les nouveaux business, l'attractivité de notre business existant, mais aussi l'expérience utilisateur, scalabilité technique et d'autres critères autour de risk mitigation, donc tout ce qui est la conformité, continuité du business, la cybersécurité, etc. Donc peut-être le seul apprentissage que je peux dire sur ce slide, c'est qu'il est très important de mesurer pour progresser. Bien évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul, donc nous avons mis en face de chaque capabilities business de l'ICT des outils de référence. Donc Jira Structure comme l'outil de référence de gestion de la demande et notre outil de revue de portfolio d'initiative. L'outil Hermine sur la base de Triskel, donc c'est un outil qui nous permet de faire de planification et gestion des ressources ICT. L'outil Panda qui veut dire le Performance Analysis Dashboard, qui est notre outil de référence en termes de valeur digitale, que ce soit la valeur financière ou valeur utilisateur. Et enfin, l'outil FCPM, Fixed Cost Performance Management, qui nous permet de piloter les coûts fixes de l'entreprise. Donc, un des apprentissages, c'est qu'on a senti le besoin, il y a 3 ans, de mettre en place une initiative de transformation comme une enabler, qui s'appelle IT for Value, à la fois pour nous permettre de mettre en place des référentiels uniques, des référentiels des produits, des solutions, des initiatives, mais aussi, comme nous sommes en train de déployer plein de pratiques safe, il faut qu'on revoie continuellement nos process, il faut qu'on adapte nos process, et du coup, il faut les adapter aussi en continu, nos outils. On va aller encore plus vite pour la fin parce qu'on est un petit peu en retard sur le planning, mais c'était normal. Comment maintenant on manage notre transversalité? Donc, au niveau du COMEX, du comité exécutif du groupe, nous avons mis en place des instances de gouvernance stratégique. Ici, vous avez un exemple du backlog de ces comités, donc, qui nous permet d'embarquer
le COMEX régulièrement, donc à travers des sessions de deep dive, du MTP, d'une value stream, à travers des revues de portfolio stratégiques, tous value stream confondus, à travers des quarterly business reviews, qui nous permet de s'assurer qu'on est sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs de valeur et des résultats business, et enfin des written reports réguliers sur le point d'avancement de l'exécution de notre MTP digital. Pourquoi nous avons senti le besoin de mettre en place le Quarterly Business Review? C'est vrai que notre plan digital est basé sur des enjeux stratégiques. Ces enjeux stratégiques sont pilotés par les résultats business. Donc le suivi de ces résultats business est essentiel pour mesurer l'avancement de nos enjeux et les sujets transversaux, l'aboutissement des sujets transversaux. Donc pour maximiser les opportunités de création de valeur, mais aussi de croissance, il était essentiel pour nous de s'assurer la bonne allocation de nos investissements sur la base des résultats business. Et c'était aussi un moyen pour nous de donner de la visibilité à notre COMEX sur l'avancement de notre portfolio stratégique pour décider quels enjeux accélérer ou ralentir pour relever les défis et répondre aux priorités fixées par nos orientations stratégiques du groupe. Et c'est la Governance Authority qui est au nord du processus de mise à jour des Quarterly Business Review. Donc nous, on est sur cette transversalité, on va dire, verticale. Hein. C'est comment on s'assure que l'ensemble des parties prenantes mettent bien à jour ces indicateurs et se posent les bonnes questions à chaque fois qu'ils mettent à jour leur Quarterly Business Review. Hein. Comme toutes les entreprises, tous les 3 mois, on demande un peu plus d'argent pour faire plus de choses. Et aussi, cette Governance Authority, comme elle est aussi sur le quoi et le comment, c'est-à-dire qu'elle prend en charge les obstacles de déploiement de la gouvernance et la transversalité. Quand on a un nouveau sujet type IA qui apparaît dans l'entreprise, la Governance Authority a pour objectif de travailler sur ces problématiques transverses d'entreprise et comment on va les gérer au niveau du portefeuille. Est-ce qu'on va faire quelque chose de différent ou pas ? Un des exemples de ce que fait la Governance Authority, c'est un Quarterly Business Review fictif, et bien évidemment, mais on les aide à travailler sur ces scénarios, qu'est-ce qu'ils demandent, comment ils le demandent, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entreprise. Mais aussi, la Governance Authority est au nord d'un autre type d'instance. L'autre instance, ce sont des ateliers en fait, que l'on fait de façon trimestrielle qui nous permettent d'assurer l'alignement entre les différentes value streams. Donc, dans ces ateliers, on va convier les leaders IT et VS de chaque value stream, mais aussi les responsables des programmes transverses. Donc, ces ateliers, ils nous permettent vraiment de gérer toute la transversalité, ou typiquement les nouveaux sujets. On en a fait un il y a une semaine où on a parlé des futurs sujets importants. Et ces ateliers aussi permettent de créer un réseau entre les différents leaders de value stream et les programmes. Bon, ce sont des exemples, mais je pense qu'on va passer aux questions. Après, ça sera beaucoup plus... Concrètement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Énormément de choses. Pour le coup, nous, on est en train de se dire comment on va déployer cette notion de capacitaire. On est toujours sur une vision de j'ai une ressource, elle est à moi et j'en fais ce que je veux, et après, chaque initiative, on la priorise par rapport à une vision très initiative de ce qu'on veut faire. Donc là, ça veut dire pour nous travailler avec le controlling sur notre modèle de controlling, comment on arrive à gérer du capacitaire plutôt que des budgets et des ressources. Et donc là, c'est vraiment un chantier fondamental. Ensuite, on voudra aller plus loin dans le participatory budgeting parce que la Governance Authority n'a pas vocation à être pérenne dans le temps. L'idée, c'est qu'elle existe le temps qu'on monte en maturité. Après, on sait qu'on va rester un petit peu de temps sur la Governance Authority, mais on voudrait mettre en place des premières pratiques, notamment grâce au workshop Cross Value Stream de Participatory Budgeting. Ensuite, on a un challenge sur notre modèle. Renault est en train de se filialiser. On a Ampère qui apparaît, vous avez peut-être entendu parler de Horse, c'est plein de filiales qui apparaissent. Et comment notre modèle va résister à ça et résister aussi aux différentes tendances du marché, comme l'IA, on en a parlé, hein, on en parle tout le temps, à des grandes tendances du marché. Et là, on est sur une gouvernance. Une gouvernance, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une portée annuelle. Donc, c'est-à-dire pour avoir une boucle complète, comme on n'est pas encore en full forecast et en Lean Portfolio Management Safe, on a des boucles d'1 an. Donc là, on arrive à la fin de notre première boucle pour pouvoir apprendre sur comment on va faire sur la seconde boucle de l'année prochaine, sur notre Lean Portfolio Management, et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer et changer.
Nous vous remercions. On a essayé d'aller vite. À vos questions. Merci beaucoup. On va passer aux questions dans la salle déjà. Il y a des petites mains? Oui. Bonjour, Yann Desjardins de DO Team. Merci beaucoup, très très intéressant. Plein de questions, mais je vais en faire une seule. C'est lorsque vous parliez du passage de produits vers initiative. Il y a deux questions en une. La première, c'est est-ce que le modèle initiative, chez vous, c'est le modèle dominant dans la gouvernance? J'ai cru comprendre que oui, mais j'aimerais bien en savoir plus. Et la deuxième question, c'est avec ce modèle initiative, comment est-ce que vous réussissez à assurer une continuité sur les produits et de l'amélioration des produits? Alors, on essaie de piloter par l'initiative. On a une cohabitation de plusieurs mondes. Donc, il y a des initiatives qui prennent bien. On a tout un cycle de vie d'initiative qui doit voir les impacts sur les différents produits et les enablers. Donc ça, c'est un moyen pour nous de nous assurer que, en fait, notre initiative, même si on essaie de l'orienter résultat, voit ses impacts sur les différents produits. Malheureusement, on ne va pas se cacher. Hein. On n'est pas encore, c'est pas encore magique. Et parfois, on a une initiative égale un produit. C'est comme ça qu'on arrive à vivre dans les deux mondes. Ensuite, cette amélioration continue, là, on la laisse dans le delivery, puisqu'on essaye vraiment de changer notre point de vue de gouvernance sur une atteinte de résultats. C'est-à-dire, on voit des impacts produits, les produits sont autonomes, mais on remesure le résultat. Alors ça, c'est ce qu'on essaie d'atteindre, mais on n'y est pas encore. On est encore sur une vision très scope, où l'initiative devient un bout de scope à faire tous les trimestres, alors qu'avant, c'était un bout de scope à faire toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines avec un sprint. Donc on a déjà réussi à prendre un peu de hauteur, et avoir maintenant des roadmaps d'initiatives sur 3, 6, 9 mois, ce qui nous permet de prendre encore plus de hauteur. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. Bonjour. Vous avez parlé à un moment donné des OKR qui vous avaient généré énormément de bénéfices. Comment s'est fait la démonstration? Parce que voilà, je voulais savoir. Hein, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de conférences aujourd'hui. Et c'est pour le vendre au top management. Qu'est-ce que vous avez mis en avant et comment vous avez réussi à faire cette démonstration des bénéfices? Alors nous, on a la chance, c'est que c'est un programme ambitieux au niveau du groupe sur les OKR. C'est-à-dire que Lucas Demeo a décidé de déployer les OKR dans le groupe. Et première année de résultat des OKR, Aurélie en a parlé, on avait un plan d'économie de 2 milliards, on l'atteint en 1 an au lieu de 2 ans. Ça, la meilleure démonstration pour une entreprise, c'est ça. Ensuite, aujourd'hui, sortie du Covid, Renault allait vraiment mal. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez dans la presse, on a retrouvé une santé financière, on a retrouvé un ensemble d'indicateurs pour une entreprise du CAC 40 qui sont plutôt positifs. Donc ça, c'est la vue macro. Ensuite, nous, on est comme tout grand groupe, on a réussi à réduire ce qu'on voulait faire grâce à ces OKR. C'est pas magique, hein, parce qu'il y a toujours un niveau qui réinvente un peu les OKR du niveau du dessus, mais au moins, on a limité l'ensemble des choses. Et on a aussi nos victoires internes. Là, je ne peux pas vous partager parce que c'est un peu confidentiel, mais juste nos indicateurs au haut niveau peuvent me permettre de dire les OKR, regardez, un grand groupe du CAC 40 est en avance sur ce qu'il voulait faire. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'avais une question relative à la Design Authority. Donc, si j'ai bien compris, elle se situe au-dessus de la gouvernance des value streams. De ce que j'ai vu dans les slides, il n'y a pas de business autour de la table. Comment vous faites pour... ça veut dire que c'est la DSI qui priorise les sujets sans le métier. Comment vous réincorporez après le métier dans les décisions? En fait, la Governance Authority, elle est sur les problématiques de gouvernance et s'assurer du bon fonctionnement de la gouvernance. En fait, nous, on ne touche pas aux OKR métiers. C'est à eux de les mettre à jour et on les aide dans ce processus qui n'est pas évident finalement. Hein, parce que vous imaginez, avant on était quand même au service des métiers et maintenant on s'est mis en partenaire d'eux et régulièrement on leur dit, mais en fait, ça c'est bien, mais on ne sera pas capable de l'atteindre. Mais ça, c'est pas chez nous. C'est pas la Governance Authority.
Par contre, l'objectif de la Governance Authority, c'est aussi de lever des alertes, notamment sur les problèmes de ces OKR digitaux. Là, on est en train de vriller, il n'a pas été mis à jour, ils ont revu quelque chose sans nous le dire, ils ont fait valider quelque chose sans passer par la gouvernance. Il y a vraiment un travail d'aide, en fait. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, merci, Afed Messaoudi. J'avais 2 petites questions. Vous avez passé rapidement sur la priorisation avec des critères de compliance, etc. J'aurais aimé avoir quelques idées par rapport à ça. Est-ce que c'est la même façon de prioriser les initiatives s'applique aussi à la partie OKR stratégique, ainsi de suite, jusqu'à descendre pour parcourir tous les niveaux stratégie et initiative. Et la deuxième question, comment s'assurer de relier cette stratégie à l'exécution, c'est-à-dire vraiment de manière très pragmatique, terre à terre, en termes d'outillage, comment on récupère les données d'exécution pour les traduire en données visibles et données au COMEX. Merci. Alors, Esra me corrigera parce que c'est elle, la directrice du Digital Performance Office. En fait, la méthodologie OKR est déjà en soi une méthodologie qui nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas trop de dérives. Pour rappel, ceux qui ont défini les OKR du dessus définissent les OKR du dessous et se représentent les OKR du dessus, pour peu que ce soit au-dessus ou en dessous. Donc ça, déjà, ça nous a permis de limiter quand même pas mal de choses et d'avoir une cohérence ensemble. Ça, c'est tout le programme de déploiement des OKR qui a un gros succès chez Renault et qui a vraiment très bien pris parce qu'il y a un accompagnement qui s'est fait vraiment dans le temps et on a vraiment suivi le déploiement des OKR à la lettre et c'est une très belle initiative de transformation de groupe. Après, nous, quand on arrive aux OKR digitaux et qu'on commence à arriver sur notre backlog plus tactique et delivery, et ben en fait, une initiative, c'est quand même un petit business case. On essaie de reprendre un peu safe, même si ce n'est pas forcément évident, mais ce business case doit être lié au moins à un enjeu digital de la value stream. Et donc on fait à chaque fois le jeu la police. C'est est-ce que ce truc-là est bien, contribue bien à cet objectif. Notez bien, je ne parle pas des résultats business, parce que si on avait une initiative qui parlait à un résultat business, là tout d'un coup on commence à avoir un truc trop compliqué, et des initiatives, en fait, elles contribuent à un enjeu, pas forcément un résultat. L'idée c'est on fait plein de business cases et puis on mesure si nos résultats s'améliorent. Ça c'est la théorie, mais la pratique c'est on a la police, les PMO, le Digital Performance Office et les coachs agiles. Est-ce que c'est bien relié à quelque chose qui existe dans nos OKR et notre portfolio? Et sans cesse, on fait la police, et sans cesse, on fait la police de trucs qui apparaissent de façon génération spontanée dans nos backlogs, qui ne devraient pas y être. Et donc, on a mis des garde-fous dans les outils. Typiquement, seuls les PMO peuvent créer une initiative dans Jira. Et donc, pour qui créent une initiative, eux, ils ont une checklist, et puis ils ont leur sagacité pour savoir s'il faut la créer. Donc on a cet aspect-là, et en plus on a une revue très régulière du portfolio, et comme vous l'avez vu, il y a plein de marques, plein de fonctions qui sont tous en train de se battre sur du capacitaire de plusieurs directions informatiques, et si une nouvelle initiative apparaît, en général, il y a une sorte de négo qui doit se mettre en route, et ça, profitons de l'aspect humain de « j'en veux plus ». Merci beaucoup. On va clôturer les questions-réponses. Je vous invite à mettre ce QR code sur votre téléphone et leur laisser un petit feedback. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'avancer. Encore merci à vous. On va les applaudir.